Eh ben, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire PSP décarboné, le guide pratique. Alors, pour les 13 participants qui sont déjà arrivés, est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à écrire via le petit moniteur à droite. Bonjour Simon, bonjour Étienne. Bonjour Vigile. Bon, bah, c'est parfait. Alors, je vais laisser une minute le temps que tout le monde arrive. Donc, avant que ça commence, je vais en profiter pour me présenter. Donc, je suis Thomas Tiertio, je suis directeur général du coup de Elax Énergie et c'est moi du coup qui vais animer ce webinaire. Alors, Loïs, est-ce que Camilla arrive à se connecter? Je ne sais pas si tu as des infos. Je vais lui demander. Regarde. Ah, je la vois. Je la vois. Elle va bientôt arriver avec nous. Alors, ok, parfait. Normalement. Bonjour à tous. Bonjour Camilla. Alors, pour commencer ce webinaire, déjà, je vais vous partager mon écran que je pense que vous allez voir. Donc, pour petite information, donc Elax Énergie, nous, on est une solution, une équipe des chauffe-eau pour réduire leur consommation et les faire consommer quand il y a une surabondance d'énergie renouvelable. Ce n'est pas le thématique de ce webinaire, non. Donc, moi, en tant que fondateur de Elax Énergie, mais aussi en tant qu'ingénieur thermicien, j'ai rencontré une vingtaine de bailleurs sociaux cet été avec qui j'ai pu échanger dans le but de comprendre vos différents enjeux. Et du coup, maintenant, on a mis en place depuis quelques mois un webinaire par mois sous un format de 30 minutes sur les sujets qui vous intéressent avec des bailleurs sociaux et des partenaires du secteur, où l'idée, c'est de prendre des initiatives et d'échanger rapidement sur le sujet pour vous donner un point de vue et vous faire grandir sur le sujet. Alors, c'est un format webinaire, donc ça veut dire pour le rendre le plus interactif possible et pour qu'il vous soit utile, je vous invite du coup à poser des questions. Donc, sur Livestorm, c'est assez facile. En fait, en bas à droite, il y a un petit onglet chat sur lequel on peut dire bonjour, mais aussi un endroit sur lequel on peut poser des questions moi, je vais voir, auxquelles je peux répondre. Pour finir, du coup, je vais laisser un peu tout le monde participer. Là, je vous présente les différents intervenants aujourd'hui. Et je m'excuse au nom de Elsa, qui n'a pas pu venir, mais qui est remplacée, et on est très heureux, par Camilla Vaillant de chez Aegis. Donc, je vous laisse chacun en 30 secondes vous présenter, et après, on va se lancer sur finalement comment aborder un PSP décarboné. Camilla, à toi l'honneur. Ouais, allons-y. Donc oui, comme vous avez expliqué, je remplace Elsa Charon. Alors chez Aegis, donc Aegis, groupe société d'ingénierie est spécialisé de la transition en tout point. On travaille dans l'équipe climat essentiellement sur des stratégies de décarbonation et des stratégies d'adaptation au changement climatique. On travaille pour la plupart du temps avec des bailleurs sociaux, donc on connaît bien l'actif sous-jacent. Le PSP décarboné, on y travaille depuis maintenant quasiment 1 an et demi, 2 ans, je dirais. Avant, on n'appelait pas ça le PSP décarboné, on travaillait plutôt sur des stratégies climat ou des stratégies de décarbonation globales. On partait du PSP pour alimenter la stratégie et pas forcément l'inverse comme on peut le faire aujourd'hui. Merci Camilla. Loïs. Merci. Du coup, Loïs Nièvre, je suis consultant pour le cabinet Aparo. Je travaille pour les bailleurs sociaux depuis une dizaine d'années. Depuis le début de ma carrière, j'ai eu l'occasion d'accompagner une quarantaine de projets PSP, une bonne quarantaine de projets PSP. Et depuis 1 an, avec Aparo, on a accompagné 7 projets de PSP décarbonés. Et je serais très heureux de partager mes retours d'expérience de vos confrères qui sont déjà lancés sur ce sujet. Et pour finir, bonjour. Donc Christophe Legros, je suis le directeur patrimoine d'Amaris, qui est l'OPH de la Haute-Marne. C'est 5900 logements répartis sur 110 communes.
Personnellement, à Amaris, j'en suis à mon 4e PSP, le premier décarboné, et d'ailleurs accompagné par Loïs et Camilla dans ce vaste projet. Et effectivement, j'ai répondu favorablement au partage d'expériences sur un bailleur, sur un bailleur, on n'est pas le seul, mais particulier quand on est très étalé en termes de ruralité et avec peut-être des fois des enjeux un petit peu différents que des patrimoines urbains raccordés à des réseaux de chaleur. Merci beaucoup, Christophe. Avant de redonner la parole pour savoir commander le PSP décarboné, là, je vais vous soumettre un sondage qui doit apparaître devant vous. L'idée, c'est de savoir un peu où est-ce que vous en êtes dans votre PSP décarboné. Et les résultats vont s'afficher, du coup, sur votre droite. Hop là. Du coup, je donne la parole à Louis et Christophe pour justement comment est-ce qu'on aborde le PSP décarboné. Vous avez 5 minutes, voilà, pour avoir une petite approche un peu générale. Parfait. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le PSP décarboné, c'est à la fois assez similaire de la manière classique d'aborder le PSP, et en même temps, il y a de vraies différences. C'est-à-dire qu'on ne fait plus un PSP aujourd'hui comme on le faisait il y a 5-10 ans, mais voire même on a accompagné des bailleurs qui avaient un PSP qui n'avait que 2-3 ans et avec qui on a quand même refondu assez fortement l'exercice. La deuxième chose qui est importante, c'est que tout le monde n'a pas le même point de départ sur les PSP décarbonés. Christophe l'a esquissé lors de son introduction, c'est-à-dire que selon mon point de départ technique, financier ou même en termes d'implantation géographique, je ne vais pas aborder l'exercice de la même manière. Et pour essayer de vous le résumer très rapidement, on peut l'aborder de plein de manières différentes. Le point d'entrée, ça reste quand même l'éradication des EFG. Alors, quand je dis ça parfois à des bailleurs, ça les fait sourire, parce que c'est du réglementaire et on va dire c'est basique. Mais mine de rien, quand on traite les EFG, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre chez certains bailleurs derrière, voire même respecter les délais de 1er janvier 2028, 1er janvier 2034, c'est déjà compliqué. Et donc, effectivement, ça permet de se donner une ligne de conduite sur l'éradication des EFG. Si on reste sur les aspects très réglementaires, on a aussi l'approche avec le PSSED. Alors là, pareil, ça fait toujours sourire quand j'évoque ce point avec des bailleurs. Certes, le PSSED aujourd'hui a perdu quand même pas mal en importance, mais il a quand même la vertu d'avoir normalisé une manière de présenter l'intervention sur le patrimoine et les gains en matière d'énergie et de carbone pour chacun des bâtiments. Donc, ça reste une approche intéressante pour se donner une certaine formalisation de l'exercice du PSP décarboné. Et une fois qu'on a passé un peu ces basiques, on peut aller vers des choses qui sont un peu plus poussées, et notamment en faisant le lien avec la stratégie d'entreprise, et en fait en faisant le lien avec des sujets autres que la rénovation à proprement parler des bâtiments, mais en allant sur des politiques comme des projets de compensation carbone, des projets de verdissement du parc, le gaz vert, la désimperméabilisation, le traitement des vecteurs énergétiques en campagne, qui vont venir compléter l'approche du PSP au-delà de l'aspect pure rénovation du bâtiment, avec toujours le même objectif de dire quel coût derrière, et puis effectivement quel parc traité sur ces aspects complémentaires. Et puis, pareil, si j'essaye de faire assez bref, il y a deux manières d'aller plus loin encore, mais on dépasse presque le cadre du PSP décarboné. Parce que quand on fait le lien d'une manière plus générale avec les enjeux climatiques, et notamment un qui va, je pense, vous parler assez fortement, c'est la notion de stratégie d'adaptation. Et c'est de dire effectivement comment est-ce que je m'adapte au changement climatique avec deux exemples très simples. Aujourd'hui, les retraits-gonflements d'argile génèrent des fissures sur le patrimoine, c'est de plus en plus fréquent. Et ce qu'aujourd'hui, dans mon PSP, j'arrive à l'anticiper et à voir le coût que ça aura, le coût de mon action pour le traiter, mais de l'inaction aussi, si je ne fais rien sur ces sujets, sur mon programme d'investissement. Et puis, effectivement, du coup, ça nous permet de faire le lien dans une approche plus globale climat avec les démarches de l'entreprise en matière, par exemple, de bilan carbone.
Et ben, merci beaucoup, Louis, pour cette présentation succincte. Merci à tous pour vos votes. Hein. Pour info, vous êtes 45%, vous êtes en plein dedans, en plein dans ce PSP décarboné. Donc, et 27% qui commencent à s'y mettre. Et 27% qui commencent à faire un PSP un peu différent du PSP habituel. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition. C'est en fait, Louis, en quoi est-ce que c'est différent en fait du PSP classique finalement, là le PSP décarboné? Alors, c'est différent par deux aspects, à mon sens, de manière très pratico-pratique. C'est que ça nous oblige à aller un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire dans les PSP, où on a souvent des approches assez macro. Et là, ça nous oblige à aller dans une granularité plus fine. On va parler plutôt de bâtiments, voire même d'orientation au logement, dans certains cas. Et ça nous demande un travail assez important, du coup, de fiabilisation de la donnée patrimoniale, avec des points de départ qui peuvent être là aussi assez différents d'un bailleur à un autre. L'autre aspect où ça change fondamentalement, c'est que ça demande aussi plus de temps sur le travail d'arbitrage, avec des stratégies en deux temps sur certains bâtiments, par exemple, en se disant je vais sortir de mon F avec un minima du E et me donner un peu de temps pour faire une réhabilitation à horizon 2030-2032. Et du coup, effectivement, des approches qui vont être un peu différentes du PSP classique, et on le voit, là où dans un PSP classique, j'arrivais à faire mes arbitrages en un mois, avec certains de vos confrères, assez facilement, on est passé sur 3-4 mois d'arbitrage, et vraiment avec un passage au peigne fin de tous nos bâtiments. J'ai l'impression que ça rajoute plus de travail. Pour rappel, il y a un onglet questions en bas à droite. Hein, n'hésitez pas à poser des questions ou en tout cas vous, les sujets qui vous intéressent. Du coup, j'ai l'impression, à la fin de ce que vous me dites, c'est que ça rajoute plus de travail, on va dire, aux bailleurs. À quel point est-ce que cela impacte la marge des manœuvres, finalement, des bailleurs sociaux par rapport au PSP avant? Est-ce que c'est des contraintes en plus? Est-ce qu'ils ont encore une marge de manœuvre ou c'est une contrainte supplémentaire? Et après, je poserai la question à Christophe, du coup, pour qu'il donne aussi son avis de l'autre côté. Est-ce que c'est une opportunité ou c'est quoi les marges de manœuvre aujourd'hui des bailleurs avec ce PSP décarboné qui est un peu différent du PSP classique? Alors, ça impacte beaucoup les marges de manœuvre. Ça impacte d'une première manière, c'est que on va être obligé d'intervenir sur certains bâtiments sur lesquels on ne serait pas intervenu avec une approche classique dans le PSP. C'est-à-dire que techniquement, ça tient la route. En termes d'attractivité, on est plutôt pas mal aussi. Et dans l'absolu, c'est un groupe sur lequel je ne serais pas allé. Mais par contre, d'un point de vue énergétique, j'ai du patrimoine en E, tout mon bâtiment ou quelques logements dans mon bâtiment, et donc je vais être obligé d'aller intervenir. Et donc, ça rajoute des coûts qu'on n'aurait pas forcément pris avec un PSP classique. Et mine de rien, on se rend compte que sur les quelques PSP qu'on a accompagnés sur cette approche aujourd'hui, le traitement des EFG, ça peut facilement mobiliser 2/3, 3/4 dans l'enveloppe d'investissement en matière de réhabilitation sur 10 ans. Donc, c'est pas des coûts neutres. Et donc, effectivement, une fois qu'on a fait ça, ce qui me reste pour le développement, l'attractivité, mes enveloppes de démolition, c'est j'ai beaucoup moins de marge de manœuvre que ce que j'avais par le passé. Vous, Christophe, du coup, quel est votre avis à vous en tant que bailleur là-dessus? Comment est-ce que vous observez justement ce changement de marge de manœuvre? Alors, moi, je vais essayer de le faire par rapport au retour d'expérience d'Amaris sur ce PSP décarboné. C'est ce que Loïs évoquait, tous les offices partent à des niveaux différents. Mais ce que je vais essayer d'expliquer, c'est nous les arbitrages contraints et forcés, mais chacun peut ne pas avoir ou moins avoir ces contraintes d'arbitrage. Effectivement, le point de départ de la modification du PSP, et ça Loïs l'a justement évoqué, c'est que avant, dans le PSP, on prenait évidemment le volet financier, le volet d'attractivité, le volet technique. On fait travailler différentes équipes pour noter nos patrimoines, quels sont les besoins pour pérenniser,
Est-ce qu'on investit pour pérenniser? Est-ce qu'on investit pour améliorer l'attractivité? Est-ce qu'on maintient en état pour un abandon futur du patrimoine? Comment on développe? Donc, on était dans un cursus, je dirais, habituel. Et là, on vient rajouter un axe qui va être l'axe réglementaire de nos DPE EFG, d'une part, et on va rajouter un autre axe qui est la décarbonation. Donc, si on écoute la décarbonation, je vais le dire vulgairement, c'est comment je supprime tout mon gaz et tout mon fioul sur le patrimoine. Nous, par exemple, à Amaris, on a 62% de notre parc qui est concerné soit par du gaz, soit par du gaz, soit par du fioul. Donc, il y a un travail d'équipe de fait là-dessus et, comme disait Louis, j'ai des sites qui sont attractifs, aucun souci de location, des bâtiments qui sont pas forcément ou des logements qui sont pas forcément très vieux. Mais par contre, quand je regarde le DPE, je suis sur début des années 90, chauffage électrique, j'ai un beau petit DPE en E ou en F. Là, il va falloir quand même que je prévoie une intervention. C'est ce que je prévois à court terme, à long terme, mais ça va impacter le budget financier. Donc, ça veut dire qu'on va déjà regarder ce qui serait idéalement à faire en termes d'attractivité. Et après, on va dire, oui, mais si je passe en priorité ma loi climat et résilience, qu'est-ce que ça apporte comme investissement supplémentaire? Et est-ce que je peux tout faire? Si l'office peut tout faire, je dirais tant mieux. Par contre, s'il peut pas faire, c'est aussi des discussions pour savoir, je vais intervenir en premier peut-être sur du parc attractif, et puis je vais être obligé de passer en second plan du parc qui aurait besoin d'investissement parce qu'il est en plein d'attractivité, mais financièrement, je peux pas l'absorber. Et pour ça, nous, on a eu la chance et la malchance en même temps, c'est qu'on a essayé d'anticiper pour avoir les nouveaux DPE 2021. Donc aujourd'hui, on est quasiment doté à 100%. On doit avoir une cinquantaine de logements sur les 5900, on n'a pas pu rentrer. Donc on a tous les DPE 2021. Et on se rend compte que les DPE 2021, ils sont pas forcément très très bien faits, qui nécessitent des contrôles, qui nécessitent des adaptations, des modifications. Mais néanmoins, si on a une connaissance fine de notre parc grâce à ces DPE, ça peut aussi bouger énormément les lignes d'investissement. Aujourd'hui, il vaut mieux des fois essayer de rouvrir dans les archives un dossier pour trouver de l'isolant qui a été posé, des menuiseries remplacées, un système de chauffage modifié pour avoir un DPE juste. Il vaut mieux réinvestir entre 25 et 50 euros de fonctionnement de frais de fonctionnement pour réaliser un DPE et s'économiser, on va dire d'un point de vue purement réglementaire, 40 à 50 000 euros du logement d'investissement. Donc, ça peut valoir le coup des fois de prendre du temps humain pour aller chercher des informations, pour avoir des DPE vraiment les plus fins, pour qu'ils soient justes. Alors, le DPE, moi, je suis pas forcément un défenseur de DPE, mais aujourd'hui, c'est le document de référence à fournir aux locataires et qui rentre en compte, même des fois pour certains ou trois de subventions. Donc voilà, c'est très intéressant parce que l'objectif aussi derrière la décarbonation, derrière l'éradication des DPE, c'est de lutter contre la précarité énergétique, c'est d'essayer d'assurer aux locataires un confort, une utilisation. Donc c'est vrai que ça vient rajouter un axe, c'est très enrichissant, mais ça oblige à des arbitrages. Et si je parle d'Amaris, nous aujourd'hui, si on veut respecter l'éradication des DPE EFG, à horizon des 10 ans de la fin du PSP, je dois passer l'investissement de 10 à 25 millions d'euros par an en investissement. Aujourd'hui, Amaris est en capacité de l'absorber avec les prêts et les fonds propres. Mais par contre, on se retrouve dans une situation qui se dégrade de plus en plus et arrivé en fin de période, les directeurs financiers avec Visial, ils vous diraient, c'est très bien, on a toujours un autofinancement qui est au-dessus des seuils d'alerte, on a un fonds de roulement à terminaison qui est pas mal, mais par contre, si on va projeter les 10 années supplémentaires, on continue à dégrader la situation financière. Et donc, nous, là, on va proposer une deuxième variante à ce plan stratégique de patrimoine, où on va montrer, entre guillemets, à l'État qu'on n'est pas en mesure de respecter cette réglementation. Il devrait nous rester 300, 400 logements en DPE à fin de PSP pour aussi essayer de piquer un petit peu l'État, les collectivités pour dire, OK, il y a besoin d'aide. Et puis, en plus de ça, cet investissement, pour finir, c'est que votre office peut avoir la capacité financière d'augmenter, de multiplier par 2,5 son investissement.
Néanmoins, est-ce que vos équipes en interne sont en mesure d'absorber ces dossiers-là? Est-ce que vos prestataires intellectuels, que sont les maîtres d'œuvre et les entreprises, sont en capacité d'absorber ce volume de travaux? Alors, j'espère pour vous, vous êtes dans des environnements économiques qui sont denses, où il y a une forte concurrence et avec énormément de travaux capables. Chez nous, en Haute-Marne, aujourd'hui, sur 10 ou 12 millions d'euros par an, j'ai du mal à leur faire des travaux et des factures sur l'année. Demain, à 20 millions, je sais qu'il faut que je trouve d'autres solutions d'intervention pour pouvoir réaliser tout ça. Merci beaucoup, Christophe, pour ce partage. Je souligne aussi, moi, de tous les échanges que j'ai fait cet été sur l'importance d'avoir une donnée robuste pour planifier, on va dire, à long terme, que ce soit le PSP ou le PSP décarboné. Et il y a plusieurs bailleurs qui avaient soit internalisé l'analyse des DPE en interne pour vérifier. Et in fine, c'était des gros gains, comme vous le disiez, Christophe, sur les travaux après. Il y en avait qui avaient l'internalisé, il y en avait qui avaient externalisé la vérification des DPE avec des sous-traitants ou des bureaux d'études, d'ailleurs. Et du coup, c'est une pratique que j'ai vue à plusieurs endroits, chez plusieurs bailleurs. Et ça, c'est très dépendant de quel prestataire vous avez eu pour faire les DPE. On avance et après, c'est génial puisque j'ai quelques questions en plus du coup pour la fin. Moi, j'aime bien, Christophe, vous dépeignez un tableau qui est très vrai et qui est réel. Et du coup, moi, j'aime bien un peu ce truc qui prend jeu. Le NIS, en fait, à quoi ça sert un PSP décarboné du coup, là, à part rajouter des contraintes à Christophe, même si c'est un vrai challenge et une vraie, je pense, volonté aussi de vouloir aller vers un monde meilleur. Hein. À quoi ça sert finalement? Je suis pas assez fin intellectuellement par rapport à l'enjeu mondial de la décarbonation, mais on sait qu'il chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour essayer de sauvegarder le plus longtemps possible notre planète. Donc, il y a toujours des côtés positifs dans des réglementations, même si elles paraissent très très contraignantes et que on a le sentiment qu'en France on veut toujours en faire plus que plus. Mais il y a quand même ce côté positif, c'est que la décarbonation, voilà, aujourd'hui nous sommes pas les producteurs de gaz et de fuel, donc autant essayer de limiter cette contrainte d'achat. Et derrière, de toute façon, si on diminue au-delà des émissions de gaz à effet de serre, si on diminue les besoins en énergie, c'est pour le bien-être aussi du locataire, pour le confort. Moins on consomme, plus normalement son coût de chauffage devrait diminuer, parce que demain, dans quelques années, j'invite chaque bailleur en termes de charges, notamment en chauffage collectif, de calculer la part d'entretien sur une installation moderne et la part du combustible, et la comparer à ce qui se passait il y a 10 ans. Aux locataires, on va dire qu'ils ne consomment plus rien, mais à côté de ça, on va avoir des coûts d'installation et de fonctionnement qui vont aussi exploser. Donc voilà, on peut voir ça sous une contrainte, mais moi, quelque part, je pense que c'est aussi une chance parce que ça permet, on le voit déjà, ça permet quand même d'avoir des approches différentes. Ça permet aux industriels de sortir leur dossier du tiroir R&D avec des produits, avec des nouveaux produits et de l'innovation. Donc voilà, quoi, ça booste l'intellect de tout le monde, quoi. Merci Christophe. Alors Loïs. Ouais, pour compléter ce qu'a dit Christophe, il y a effectivement deux vertus complémentaires à ça pour moi, c'est que ça nous permet de nous doter d'une vraie feuille de route et le chiffre qu'a évoqué Christophe, c'est pas un cas isolé, sur tous les PSP qu'on fait aujourd'hui, c'est le même cas. C'est-à-dire que si on veut respecter la réglementation, on doit doubler, voire tripler nos programmes d'investissement d'ici 2028-2029. Et ça, effectivement, si on n'en a pas conscience, c'est un vrai risque à moyen terme pour l'entreprise. Et c'est aussi important pour elle de le faire savoir derrière, dans le dialogue avec son conseil d'administration, avec ses élus. Et pour le coup, je sors de 2 conseils d'administration au cours des 15 derniers jours. J'ai rarement eu autant de questions sur un PSP dans un conseil d'administration qu'avec les PSP décarbonés parce que ça parle plus aux locataires, aux administrateurs. Les questions qu'on a en ce moment dans les conseils d'administration quand on présente un PSP, alors on a toujours le même qui est est-ce que vous êtes allé demander leur avis aux locataires?
Mais une fois qu'on a passé cette question classique, ils ont tous la même question, c'est est-ce que vous réduisez la précarité énergétique? Est-ce que ça va baisser nos charges locatives? Voilà. Donc c'est un vrai enjeu et pour le coup, ça a une vraie vertu dans la capacité à remobiliser, à concerner des élus locaux. Et ça, c'est aussi assez intéressant dans l'exercice. Merci beaucoup, Loïs. Je vais me permettre, parce qu'il nous reste encore 3 minutes pour prendre quelques questions. Donc, normalement, si je clique là, tout le monde les voit apparaître. Je vais proposer soit à Camilla, soit à Loïs d'y répondre. Ou alors c'est Christophe, ce qui sent. Donc, pour la lire, c'est dans la mise en œuvre d'un PSP décarboné, comment est-ce qu'on envisage de traiter les bâtiments avec une mauvaise étiquette dans des zones peu attractives, tout en sachant que les capitaux ne sont pas extensibles et que la démolition n'est pas toujours possible? Alors ça, pour le coup, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à la question. Je pense que ça dépend surtout des travaux qui sont peut-être prévus pour améliorer l'aspect technique du bâtiment, si ce n'est pas l'aspect attractif. Dans tous les cas, pour des EFG, ce qu'il faut viser, c'est les actions qu'on appelle les quick wins. Donc, c'est les actions qui permettent un gain rapide sans grand investissement. Donc, ça veut dire coupler des travaux qui sont déjà prévus avec peut-être une isolation des façades ou une isolation plancher, sans pour autant changer de vecteur si c'est pas forcément des bâtiments qui sont amenés à vivre dans le temps. Je compléterai peut-être Camilla parce que c'est vrai que du coup Thierry connaît bien le patrimoine de la Haute-Marne, même s'il l'a quitté il y a très longtemps. Et c'est vrai que sur ces bâtiments-là, il y a des réelles questions à se poser. Et c'est vrai, on est dans des zones qui sont peu attractives. Est-ce qu'on abandonne les sites? Est-ce qu'on abandonne les sites quand on commence à être sur des bâtiments qui sont en plein milieu de centre-bourg, sur des vieilles bâtisses? C'est comment on va expliquer au maire qu'on va générer une future dent creuse ou un truc abandonné. Ça devient très compliqué politiquement. Donc il y a un petit enjeu politique qui se met en cours dedans. Et je dirais presque des fois que pour traiter ces bâtiments-là, on va être complètement à l'opposé du côté vertueux de se dire on commence par isoler pour diminuer les besoins et on voit ce qu'on fait après. Il va falloir trouver un équilibre entre quel va être l'investissement le plus petit possible qui va générer le plus de gains possible sur un DPE. Et des fois, ça va être complètement idiot. Ça va être de dire j'isole pas, mais je mets une pompe à chaleur. J'avais une chaudière fuel, je mets une pompe à chaleur ou je mets un autre type. Je suis content, je dégringole mon GES, j'économise un petit peu sur ma conso énergétique. J'ai ma lettre DPE, youpi oura, je m'en vais. C'est pas très clairement, faut se brutaliser comme ça, quoi. On peut faire des choses qui sont totalement contre nature par rapport à ce qui devrait être fait, et qui amène à des solutions, je dirais d'attente, mais essayer de rentrer dans la réglementation, pour le coup, je dirais avec des solutions les technico-économiques les plus optimum pour respecter purement et simplement la règle du DPE, et c'est tout, quoi. Ah, c'est pas génial, mais c'est une des réponses qui peut être apportée. Merci beaucoup pour les réponses. Je vais vous prendre une dernière question qui a été posée par Florent Berson, mais qui vient de partir à l'instant. Avec tout ce qu'on a dit, et justement là, Christophe, ça répondait un peu, mais qu'est-ce qui est l'estimatif du surcoût de ce PSP décarboné en comparaison à un PSP classique sur 10 ans? Est-ce qu'on a des estimations là, c'est vraiment une introduction, mais il y en a plusieurs là qui se lancent maintenant. Ouais. Oui, en fait, une idée. Alors, au-delà du surcoût lié à la décarbonation, je pense que vraiment ce qui change la donne, c'est qu'en fait, ça nous oblige à aller faire des actions qu'on n'aurait pas faites. Et le plus gros surcoût, il est là-dessus. Aller réhabiliter des pavillons qu'on n'avait pas envisagé de réhabiliter, aller réhabiliter des immeubles où on se disait, de toute façon, ici, je ne viendrai pas avant 7-8 ans. Et en fait, j'ai du F, j'ai 30% de logements F dedans, donc je vais le réhabiliter dès 2028. Et je dirais que le plus gros surcoût, il est lié à ça, en fait, sur le fait que ça nous impose des priorités qu'on n'aurait pas voulu traiter dans les délais aussi contraints du 1er janvier 2028 ou du 1er janvier 2034. Pour moi, c'est le plus gros surcoût, même si après certaines opérations, on est obligé d'aller un peu plus loin. Et on arrive à le chiffrer, ça, en estimation? J'essaie de trouver
Le chiffrer, le chiffrer, c'est toujours difficile, mais encore, rien que sur le traitement des EFG, dans les derniers PSP, j'ai essayé de me faire le chiffre avant de venir. On atteignait facilement 2/3, voire 3/4 du montant global dédié à la réhabilitation qui était pour le traitement des EFG. Donc ça veut dire que, en gros, concrètement, si mon bâtiment, les logements sont minimum endettés dedans, je fais rien d'ici 10 ans. Donc effectivement, c'est là où ça pose des vraies problématiques pour peu que vous ayez un peu de renouvellement urbain, des problématiques de sécurité ou des enjeux politiques qui vous poussent à intervenir sur certains bâtiments. Après, si je peux ajouter pour la partie matériaux, donc là, plus tant sur la partie enveloppe du bâti et système énergétique, mais vraiment sur les matériaux biosourcés, par exemple, pour de la construction neuve, du coup, on est sur des surcoûts qui vont de 10 à 30% selon le projet. Ça, c'est des surcoûts. En ce moment, ça a été plus bas il y a quelques années avant qu'il y ait une crise de l'inflation, mais ouais, on estime entre 10 et 30% des surcoûts des matériaux biosourcés. Très bien. Écoutez, on arrive à la fin de ce petit webinaire. Thomas ? Oui, Christophe ? Il y a une autre question de Thierry qui est aussi assez intéressante, moi, qui permettrait aussi de faire un retour sur notamment sur les bâtiments qui abritent des citernes gaz. Ah, vas-y, ouais. Bah, on la prend. Ouais. Celle-ci ? Ouais, elle va un peu dans la continuité ou sur un autre phénomène. C'est que, effectivement, on a, au-delà de la citerne gaz, on peut avoir des installations qui sont au gaz, qui sont en citerne gaz, qui sont au fuel. Et généralement, ces constructions-là, si ces vecteurs ont été mis en place, je parle surtout pour le fuel et le gaz propane, le gaz en cube, c'est parce qu'il n'y avait pas de gaz naturel. Aujourd'hui, on ne va pas se dire, on va demander à GRDF de tirer du gaz, parce que le gaz vert ne rentre pas encore dans les calculs de décarbonation. Qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre de l'électricité. Mais aujourd'hui, l'électricité, on s'en retrouve aussi confronté, nous, à Maris, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, confrontés à une autre problématique. C'est que quand vous commencez à appeler Enedis pour dire bonjour, j'ai un bâtiment de 12 logements, pas trop isolé, je veux supprimer la cuve gaz, qu'est-ce que vous proposez ? Bon, on va regarder, pas de souci. Bon, faites-nous un premier chèque de 50 000 € pour renforcer le transformateur. Et puis, pour mettre une pompe à chaleur, vous allez faire un petit raccordement en tarif jaune industriel à 36 kg. Et puis, le locataire, il n'aura pas pour consommer 1 kWh qui va commencer à payer 200 ou 200 € d'abonnement par mois. Donc, c'est vrai que, pour le coup, nous, ce qu'on envisage, alors là, je vais faire hurler les gens qui sont à 100% pour la décarbonation, c'est que demain, moi, sur les installations en fuel ou au gaz propane, on va peut-être commencer à hybrider, essayer de supprimer le fuel, voire peut-être mettre une pompe à chaleur avec de l'hybridation au gaz propane, venir mettre du gaz à la place du fuel, et sur les citernes gaz, d'hybrider aussi. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir une pompe à chaleur où la puissance est plus petite, donc en termes de raccordement, on est bon. Et aujourd'hui, il y a un tel écart entre les calculs thermiques qui, dans l'est de la France, nous annoncent encore des hivers à moins 20 degrés. Ouais, ça fait des décennies que j'en ai pas vu. Donc, du coup, le complément d'utilisation du gaz sur votre hybridation va être minimum. Et donc, en fait, votre pompe à chaleur, mathématiquement, avec une puissance inférieure, va presque vous prendre 95% de vos besoins. Donc, c'est aussi une stratégie, mais là, je dirais, on a besoin de tout l'intellect des bureaux d'études pour nous accompagner là-dessus. Parce qu'on ne peut pas passer d'une on-off comme ça sans autre solution. Ou alors, il y a encore une autre stratégie, c'est de se dire, est-ce que ce bâtiment-là, il est attractif ? Jusqu'où je pousse l'isolation du bâtiment ? Et est-ce qu'une fois que j'ai poussé mon isolation de bâtiment, je ne peux pas passer en chauffage électrique individuel ? Je supprime mon chauffage collectif. Mais par contre, il y a d'autres coûts d'investissement, il y a d'autres coûts derrière, mais c'est vraiment en fonction des loyers, du potentiel financier sur l'opération, de la possibilité d'investissement. Mais c'est aussi se dire, je vais supprimer l'installation collective en poussant l'isolation plus loin, et puis du coup, je passe en full élec. Mais je sais que je dégringole mon installation intérieure, que j'ai des reprises, mais dans l'absolu, c'est possible.
Merci beaucoup, Christophe. Ça montre bien aussi un thème qui est souvent abordé, qui est le pragmatisme un peu du terrain et qu'il ne faut pas perdre en tête parce que vous n'êtes pas budget illimité et il faut penser in fine à qu'est-ce que devra payer le locataire. Écoutez, tout ça, c'est des sujets passionnants. On arrive à la fin de ce webinaire. Je tiens à remercier très chaleureusement Loïs, Camilla et Christophe pour la préparation de ce webinaire. Et merci à tous d'être venus. Vous allez recevoir un mail récap avec un enregistrement de ce webinaire. N'hésitez pas à le partager à d'autres personnes. Et je vous souhaite à tous et à tous un excellent jeudi après-midi. Merci Thomas. Merci. Bonne journée tout le monde. Bonne journée à tous. Merci. Merci.